En toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et ce matin, vous recevez Maître Yaël Braun-Pivet. Yaël Braun-Pivet, bonjour. Bonjour. Députée des Yvelines et présidente de la commission des lois. Maître, c'est très bien aussi. Alors, c'est pas le jour pour parler réchauffement climatique, hein, reconnaissez, parce qu'avec la neige et le verglas en Ile-de-France, néanmoins, la loi climat et résilience portée par Barbara Pompili va passer tout à l'heure en Conseil des ministres. Elle suscite déjà beaucoup de critiques. 110 organisations écologiques, syndicales et caritatives dénoncent son manque d'ambition. Nicolas Hulot a pris ses distances avec cette loi. Alors, est-ce que vous pouvez rassurer tous ces sceptiques ou est-ce que vous partagez leur inquiétude ? Je les rassure sur le fait que le Parlement va travailler et que là, nous avons un projet de loi qui contient un certain nombre de propositions qui vont être débattues, travaillées, amendées et que je pense qu'il faudra juger à la fin du travail parlementaire, à la fin du processus et qu'il ne faut pas avoir de jugement trop hâtif. Alors, il y a déjà des amendements qui se préparent. Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, député qui a quitté la majorité, propose, lui, par exemple, de rendre obligatoire la rénovation thermique des logements. Est-ce que ça vous convient ? La rénovation thermique, tout le monde sait que c'est vraiment un des grands sujets qui concerne tous les Français parce que ce qui en dépend, c'est au final leur facture d'énergie qui pèse lourd sur les budgets des ménages. Donc il faudra qu'on regarde ça. Il y a des mesures extrêmement importantes dans le projet de loi à cet égard, avec notamment une interdiction de location des logements à terme. Je pense que ça, c'est une très bonne mesure. Donc il faudra tout regarder, pas de tabou, mais rien n'est définitif et donc nous verrons et laissez-nous travailler maintenant. Et l'interdiction de la publicité, par exemple, sur les énergies carbonées, ça peut être une solution aussi ou c'est trop restrictif ? Rien, franchement, tout se regarde, rien n'est trop restrictif ou pas assez. Encore une fois, on partage bien évidemment les objectifs de nos concitoyens. C'est quelque chose, une volonté forte de notre majorité, du président de la République, du gouvernement. Donc maintenant, il faut y aller. Franchement, je crois que c'est ça que nos concitoyens attendent, qu'on mette un coup d'accélérateur. Maintenant, il faudra regarder mesure par mesure, que faut-il faire, où faut-il placer le curseur, mais clairement, la volonté est là. Et quand vous savez qu'il y a la volonté est là, on trouve toujours le bon chemin. Alors cette loi est le fruit de la Convention citoyenne sur le climat. Est-ce que cette aventure, cette expérience doit nous convaincre d'abandonner ce type de gadget démocratique, comme disent certains, ou au contraire de multiplier l'appel aux citoyens ? Je fais partie de ceux qui croient beaucoup en la participation citoyenne. C'est un des enseignements du grand débat qui avait eu lieu juste après les Gilets jaunes et qui avait rassemblé des millions de nos concitoyens autour des thématiques politiques et économiques et sociale. Donc moi, je crois beaucoup en la participation citoyenne, mais comme quelque chose qui doit vraiment bien s'articuler avec la démocratie représentative, le Parlement. Donc quelque chose de complémentaire, mais il ne faut pas que nous soyons pieds et poings liés parce que ça n'est pas l'objectif. Donc une complémentarité, nous indiquer une acceptation sociale, nous souhaitons les développer. C'est la réforme du CESE qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui donc institutionnalise les conventions citoyennes. Donc, n'hésitons pas, découvrons, arpentons ce chemin de la démocratie participative, mais ne l'opposons pas à la démocratie représentative. Est-ce que le mieux ne serait pas de terminer par un référendum ? Est-ce que vous soutenez le projet de référendum, par exemple, pour inscrire dans la Constitution la défense de la biodiversité, le peuple venant terminer le travail ? Exactement, c'est intéressant. Le référendum, de toute façon, c'est le même sujet. On parle de démocratie participative, convention citoyenne. Référendum, c'est la même idée. Faire mieux participer les citoyens à notre vie démocratique. Celui-là, le président de la République l'a annoncé. Donc ma commission, la commission que je préside, est saisie du projet de loi constitutionnelle sur le climat. Il sera examiné la semaine prochaine en commission des lois. Et donc j'espère que nous pourrons aller au bout de ce projet. Vous savez que pour que le président puisse interroger les Français, il nous faudra l'accord du Sénat. Qui va vous dire, la Charte de l'environnement est déjà rattachée à la Constitution, il y a le principe de précaution, pas besoin de référendum. Les parlementaires débattront de ces points très prochainement, donc à l'Assemblée dès la semaine prochaine, et nous verrons quelle rédaction, quelle proposition nous ferons pour insérer le climat et la biodiversité dans l'article 1. Nous l'avions déjà fait en 2018. Nous souhaitons aller un peu plus loin à la demande des concitoyens. Je crois que c'est important. Le climat aujourd'hui, on sait bien, quand on discute avec n'importe qui, avec nos enfants, avec des personnes plus âgées, chacun est concerné. Et donc, ce signal, à mon sens, est vraiment extrêmement important.
Complétons cette réflexion sur la réforme, la modernisation de la démocratie représentative. Est-ce que vous souhaitez que l'an prochain, il y ait de la proportionnelle aux législatives de 2022 et si oui, sous quelle forme ? C'est un vrai débat, c'est compliqué. Nous nous sommes engagés en 2017 sur une dose de proportionnelle. Nous étions engagés sur 2 autres points dans cette réforme institutionnelle. Le non-cumul dans le temps. Nous souhaitions éviter les professionnels de la politique et donc limiter les mandats à 3 mandats. Et nous souhaitions baisser le nombre de parlementaires. C'était en quelque sorte un pacte institutionnel. Moi, j'avoue que en 2021, à un moment où notre pays traverse une crise sans précédent, je crois qu'il n'est pas le moment de venir sur cette proportionnelle et aussi parce que ça serait parcellaire par rapport aux engagements que nous avions pris. Je crois qu'il faut faire le PAC tel que nous l'avions prévu. Ou rien. Simplement une proportionnelle législative par département comme en 86, ce que propose François Bayrou, ça pourrait être un stade intermédiaire. Mais moi, j'aime pas les stades intermédiaires et pour tout vous dire, je m'en méfie. Toujours en tant que présidente de commission des lois, vous savez, quand on touche à nos institutions, il faut faire attention aux effets systémiques. Regardez, quand on a adopté le quinquennat, tout le monde nous disait c'est très moderne, ça va accélérer notre vie démocratique, ça va lui donner du souffle. Peu de personnes à l'époque disaient que ça allait accentuer profondément la présidentialisation de notre régime. Donc il faut faire attention lorsque vous touchez comme ça un curseur aux effets que cela peut produire sur le système. Et donc moi je préfère qu'on soit prudent et avoir une réflexion globale sur ces questions institutionnelles parce que vous allez peu à peu faire un changement de régime qui ne sera pas forcément voulu par les promoteurs de telle ou telle disposition. Alors l'actualité du Parlement, c'est aussi la loi dite contre le séparatisme. Hier, tribune de Cédric Villani contre le fait qu'on ne puisse plus facilement retirer ses enfants de l'école publique pour leur donner une instruction particulière. La liberté d'instruction est menacée, dit-il. Comment pouvez-vous le rassurer ? Il faut déjà qu'on soit très clair sur les intentions qui sont les nôtres. Nous ne souhaitons pas interdire l'instruction en famille, nous souhaitons interdire son dévoiement. Moi, l'autre jour, j'étais en Seine-Saint-Denis, j'ai rencontré le préfet qui m'a montré un carnet scolaire d'une petite fille. Vous savez, les carnets de correspondance dans lesquels on met les petits mots d'absence. Sur la couverture de ce carnet scolaire, il y avait une photo d'une petite fille qui était voilée. Elle n'avait pas 6 ans. Ce que nous visons, c'est ça. Et cette petite fille, eh bien, ses parents disaient qu'elle était en instruction en domicile. Elle n'y était clairement pas. Elle était au 3e sous-sol d'un immeuble, dans une école coranique clandestine. C'est ça que nous visons. Et donc, nous souhaitons renforcer les contrôles, renforcer l'encadrement, mais nullement interdire l'instruction en famille. Donc, je ne partage pas l'opinion que Cédric a exprimée dans sa tribune. Alors, l'épidémie continue évidemment à inquiéter les Français. Il est possible qu'on ne soit jamais reconfiné, a risqué hier Olivier Véran. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que lui ? Nous le souhaitons tous. En tout cas, c'est clairement la volonté du gouvernement et du président de la République de tout tenter pour éviter ce reconfinement qui a des conséquences dramatiques à tout point de vue, et notamment sanitaire, parce que on oppose parfois sanitaire et économique, mais en fait, lorsque les personnes souffrent de détresse sociale, d'isolement, lorsque nos entreprises s'effondrent, etc., ça aussi, ça provoque de la détresse psychologique à laquelle il faut faire également très attention. Donc, tentons le coup. On voit qu'on y arrive en appelant à la responsabilité de tous, en mettant des règles très contraignantes, malheureusement, sur la fermeture des amphis, sur un couvre-feu à 18h. Mais continuons comme ça, tenons bon. On y arrivera ensemble. Mais après, il faudra à la fois redresser l'économie et puis aider cette jeunesse qui a subi la pénalité psychologique que vous évoquez. Emmanuel Macron va s'adresser aux jeunes dans les 2 jours qui viennent. Que faut-il leur proposer à ces jeunes ? Un revenu universel, comme dit la gauche ? Un prêt de 10 000 € comme propose La République En Marche ? Quelle est votre solution ? Moi, je suis au milieu de ça. Je suis pour la garantie jeune universelle. Alors, c'est quoi ? La garantie jeune, tout le monde connaît maintenant. Il y a 200 000 jeunes qui sont concernés en France. C'est accompagner des jeunes vers l'emploi, vers la formation, vers l'insertion, en leur proposant un parcours, une espèce de coaching de ces jeunes, donc des réunions de groupes individuels, un suivi pour les ramener vers ce qui va faire qu'ils vont pouvoir prendre leur vie en main. Ça existe aujourd'hui et ça, cet accompagnement
a une contrepartie financière, à peu près 500 € par mois que le jeune touche, mais il a l'obligation de se former, de suivre ce coaching. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer la fusion des aides, donc des bourses, etc., et donner à tout jeune une garantie jeune, donc garantie jeune universelle, en contrepartie de l'engagement du jeune avec bien évidemment un suivi dans un parcours de formation, quel qu'il soit. On sait qu'aujourd'hui, le meilleur rempart contre le chômage, c'est le diplôme. Tout le monde, c'est prouvé, établi. Donc, donnons-leur la chance de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas pour un certain nombre de jeunes. Donc, il faut les aider. Les jeunes, c'est notre avenir. Je crois que là, l'effort massif de la nation doit se diriger vers eux. Une question pour la juriste et la parlementaire. Que pensez-vous de ce que Éric Dupond-Moretti a annoncé hier? C'est-à-dire qu'en cas de viol sur mineur, la prescription demeurera pour garder l'absence de prescription du côté du crime contre l'humanité. Mais cette prescription pourrait être glissante. C'est-à-dire c'est l'âge de la dernière victime qui serait pris en compte. C'est les faits concernant la dernière victime, ce qui fait qu'on n'aurait pas des procès avec des victimes anciennes dont les faits sont prescrits et des victimes récentes. C'est un débat extrêmement intéressant sur la prescription. Moi, je fais partie de ceux qui sont pour réserver l'imprescriptibilité aux crimes contre l'humanité et de ne pas l'étendre à d'autres crimes compte tenu des spécificités des crimes contre l'humanité. Maintenant, cette prescription sérielle, glissante, qui permettrait effectivement de considérer qu'il y aurait une chaîne de victimes et une chaîne d'infractions et que l'absence de prescription d'une pourrait contaminer l'autre, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça permet de rétablir l'équité des victimes, entre les victimes, et ça permet également peut-être de pousser des victimes à porter plainte alors que les faits sont prescrits pour finalement arrêter les parcours criminels de certains pédophiles dont on sait qu'ils reproduisent dans le temps leurs crimes et qu'ils pourraient rester impunis du fait de la prescription. Donc c'est intéressant. On en débat tout à l'heure en commission des lois. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les régionales auront lieu le 13 et 20 juin? Tout à fait. Ça a été voté en première lecture hier à l'Assemblée nationale et nous aurons la commission mixte paritaire avec nos collègues sénateurs jeudi. Mais nous sommes d'accord sur les dates. Donc je pense que c'est en bonne voie. Donc 13 et 20 juin, rendez-vous aux urnes. Et est-ce que vous pourriez être la chef de file de La République En Marche pour les régionales en Ile-de-France? Votre nom a circulé. Alors mon nom a effectivement circulé. Moi je suis de celles qui sont passionnées par le mandat politique et qui trouvent que l'élection c'est un moment démocratique inouï. Mais j'ai été élue récemment au conseil municipal de ma ville parce que les élections locales sont importantes et je ne suis pas de celles qui courent les mandats. Eh bien, merci pour cette précision, Yaël Borne-Pivet. Bonne journée. Bonne journée à vous.